Salut, salut Michel. Salut Lies. Tellement Lies, t'es timide. Regardez ça. Et maintenant, normalement 5 sur 5, normalement. Normalement 5 sur 5. Salut Emel. Salut Chalibra. Salut Ibir. Salut Perib. Salut Nordine. Salut Nordine, ça va bien? Ça va, tu te réveilles? Non, non, pas du tout. Non, non, jamais, jamais. Salut chat. Ça va mieux toi, oui? Oui, ça va de mieux en mieux. Et Bismarck, tu es chez ton Tu as grand-père? le, tu as le bon jour de, tu as le bon jour de double Deux? problème de connexion. De double blanc. Ah, ouais. Il vient, je sais pas, il n'apparaît plus. Il n'apparaît plus dans le chat. Ouais, Salut. il s'occupe un peu de ses parents en ce moment-là. Il s'occupe en ce moment. Eh ben, c'est bien. Salut Nadir. Ouais, je contrôle. Salut Nadir, salut Tahar, salut Hier. Salut. Bonjour, Ça va, bonjour Nordin. ça va, Comment allez-vous les gars? ça va, ça va, ça va. Super. Comme d'hab. Salut Tahar.
Ça va, Farid? Regarde. Tu as repris, ça y est? Ça va, alhamdoulilah, tranquille. Tu as repris? La semaine prochaine, le 19. C'est bien. C'est bien, c'est bien. J'ai essayé de participer au live du vendredi, mais c'était pas possible. Il y avait trop de bruit. J'étais avec l'enregistrement et tout, donc du coup, j'ai écouté par la suite. C'est bien. J'y vais. Voilà. J'y vais. Attends. Je vais reconfirmer, hein. J'y vais. Tac. Je confirme ensuite, je te réinvite. Voilà. Tac. J'y vais. Je sais pas pourquoi je n'arrive pas à te faire monter. C'est pas normal, ça. Pourtant, ton invitation est envoyée. Salut Nadir. Qu'est-ce qui se passe avec JB? Attends, je vais confirmer l'invitation. Tac, je te reviens là. Et, et je refais ça. Normalement, ça doit passer. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, JB? J'arrive pas à te faire grimper. Pourtant, l'invitation est envoyée. Ça va mieux. Faut dire, de mieux en mieux. Est-ce qu'il a cliqué sur demande d'invitation ou pas, Nordin? Il monte. Il doit monter directement. C'est moi qui le fais monter. Pas qu'il demande en plus. Ah, ok. Il va y arriver, il va y arriver. Il va y arriver. JB, relance, relance. Relance. Relance le truc. Comme ça, je vais appuyer sur les deux personnages en bas. Tu dois relancer. En attendant. Sky Courier chez nous. Ben, c'est une bonne chose d'avoir Sky Courier. C'est bien. Ça va devenir qui m'a l'aéropostale. Oh, j'y vais. Et tu es où l'hiver? Bon, je vais Tu es être où, peu cher? cher, ouais. Je, je pense qu'il a un problème de configuration, de connexion. Il a l'invitation, donc on va voir. Quoi, ça va, nanana, quoi, nanana, voilà. Tac, on va passer par ce moyen-là, peut-être que ça va marcher. Ike, salut. Je suis en train de l'inviter, moi aussi, en parallèle, mais apparemment, C'est ou un problème de configuration, un problème de connexion. Si ça te... j'espère que c'est pas j'espère que c'est pas un problème de bannissement. Non, non, non. Allez, pourquoi veux-tu qu'il soit banni? Non. Des fois, il faut un peu n'importe quoi, hein, TikTok aussi, hein. Ah, mais il y a des notifications pour ça, t'en fais pas. On le saura tout de suite. Non. Absolutely. Bon,
Mourad, je sais pas, Mourad il est rentré, je pense, de Médine ou de Jeddah, je sais pas quoi. Il n'a pas donné signe de vie. C'est quoi Sky Courier? Tu peux nous expliquer, Nordine? Ah, ça doit être une société en parallèle qui fait le courrier. C'est. Mais là, t'as des. Je sais pas, ça doit être privé, ça. Tellement, hein. JB sort du TikTok, revient et remonte. Sort carrément du TikTok. Tu vas sur Google ou là, tu changes de page et revient. Des fois, il y a des bugs. Oui, Samia. Samia, oui. Bon, à la retraite. Qui m'a pilote, il est toujours pilote. Il est toujours en fonction. Ah, c'est le Cessna, Sky Courier, donc c'est un avion. Sky Courier, c'est un avion, c'est pas une compagnie. Ah, voilà. Donc, ils ont dû acheter chez TTA, Tassi du transport aérien, Sky Courier. Ça va, ça s'est bien passé, Tahar, ton séjour? Ouais, super, Farid. Justement, moi j'ai été, c'est pour un truc d'aviation. J'ai été pour passer des examens. D'ailleurs, je voulais en parler aujourd'hui parce que je sais que Mourad il s'intéresse beaucoup à la théorie et les nouvelles. Maintenant, j'ai passé un examen qui s'appelle KSA 3, 100 KSA 3. En fait, c'est un examen qui se fait en 3 fois. KSA 1, KSA 2 et KSA 3. D'accord. Non, très bien. Je ne sais pas si vous avez une idée, parce que là, c'est un examen qui a été créé et exigé par Ryanair à IASA. D'accord. Et c'est en 2019 qu'ils ont démarré ça. Maintenant, pour avoir une licence IASA, il faut avoir le KSA, le 100 KSA. Ah, KSA, ça veut dire Knowledge, Skills, Attitude. D'accord, knowledge, skill, donc attitude. c'est une condition sine qua non pour avoir l'IASA, quoi. Exactement, exactement. Et c'est un truc qui se fait en groupe. Genre, c'est un scénario où, par exemple, où on n'a pas les mêmes informations. Donc, on a un temps précis pour régler le problème ou atteindre l'objectif. Et tu as les jurys qui regardent et qui essayent de voir comment élaborer une stratégie en groupe ou comment bosser en binôme. Et C'est voilà, et à la finalement, fin, il y a un débrief. finalement, pilot, le test technique de groupe qui a été amélioré suite, effectivement, comme disait Ir, suite à beaucoup de choses, comme éventuellement aussi à cause de Germanway, etc., etc. Donc le travail en groupe, la discussion en groupe, pour arriver à voir si les gens travaillent en synergie, s'ils arrivent à travailler sur un projet commun. Oui, voilà, il nous donne un ordre, il nous donne genre le sujet. Genre, s'il y a toi, moi, Farid et JB, on a le sujet entre les mains et on n'a pas les mêmes informations. Du Euh, coup, eux, ils vont voir déjà comment ça part au début. Est-ce qu'on va tout communiquer? Il y a des chapitres, on te note sur des trucs bien précis, comme tu as dit. Et à la fin, il y a un débrief de groupe pour les candidats qui ont participé. ça, Et il y a un débrief du jury. ouais. Ça n'a rien de nouveau, si tu veux, c'est une amélioration d'un système déjà connu et pratiqué, hein. Mais bon, au GIA, avec les données, bon, voilà, avec les données et tout, ils améliorent et ils rajoutent ce qui a emmené à améliorer beaucoup de choses, à changer beaucoup de choses et tout, parce que ça va.
Ça va de... Voilà, et ils ont rajouté une épreuve de calcul mental. Et voilà, donc voilà. C'est un sujet, ça, le calcul mental, tu le passes en individuel tout seul, hein. Genre, c'est pas, on te donne un sujet. En fait, c'est pas très compliqué, on va dire. Mais on te donne un sujet que si tu rates la fin, tu vas rater la suite. C'est normal. Genre, il y a 25 questions qui sont liées. Ouais. Voilà, du coup, moi, j'ai passé casse à Salut 3, tout le monde. c'était vendredi. Salut JB. Attends, on va passer la parole à JB. Salut JB. Salut les amis, ça va? Ouais, toi. GB. Salut, JB. Alhamdoulilah. Je profite, De quoi tu Salut. parlais, Pilot Justement, Letouane, là? justement, il C'est parlait le d'un test de examen. quoi, ça? Non, il parlait d'un examen. Il est monté en France justement pour passer un examen pour Bah, l'IASA. j'ai passé le KSA 3. Je sais, le KSA 100, le 100 KSA 3. Je sais pas C'est si quoi tu as, ça? C'est quoi? si tu n'as pas entendu Non, je suis pas au courant. c'est un examen qui est maintenant obligatoire pour avoir la licence et le certificat IASA. Et c'est un examen qui a été proposé, créé et imposé par Ryanair à EASA. En fait, KSA, c'est Knowledge, Skills et Attitude. L'épreuve qui se partage en trois étapes. Tu fais KSA 1, après KSA 2, après KSA 3. Et à chaque fois, on te change de sujet et de groupe. Et voilà. Et le dernier, les autres, moi, je les ai faites en distanciel parce que j'ai fait la formation en distanciel. Mais le dernier, c'est en présentiel. Permet après de convertir ta licence au ACI en EASA ou bien comment? Non, tu passes tous les certifs. Là, c'est supplémentaire. Le KSA, c'est supplémentaire. Là, c'est supplémentaire. Le KSA, c'est supplémentaire. Là, c'est supplémentaire. JB. Voilà. Mimi. Oui. Attends, JB. Mimi Smack, mets ta caméra. Ah merde, tu n'as pas de caméra aussi. T'as pas de caméra. Tu n'as pas de caméra sur ce compte, Mimi Smack. Je voulais que Gérard soit mis à l'écran. Allume ton micro. Mimi Smack. Mimi Smack. Allume ton micro. Puisque tu es chez Gérard, je voulais que tu apparaisses. Mais bon, tu n'as pas de... Ici, ta caméra est grise, ça veut dire que tu ne peux pas ouvrir ta caméra parce que je pense que tu n'as pas de followers. Tu n'as pas assez de followers. Dommage. Bon. On profite de l'occasion pour dire bonjour à Mourad, peut-être. Oui, Mourad, salut. Aïe. Salut, bonjour tout le monde. Salut Mourad. Bonjour Mourad. Bonjour Mourad. Bonjour. Salut, Mourad. Je reprends JB. En fait, comme je t'ai dit, pour le KSA, c'est un truc supplémentaire des certifs. Donc, il faut repasser tous les examens. Et puis, le 100 KSA en 3 fois. Le 100 KSA 1 et 2 et 3. Les autres, je les ai faites en distanciel. Ouais. Et la troisième, c'est en présentiel. Mais d'après toi, qu'est-ce que ça mesure par rapport à, enfin, je sais pas, par rapport à, ça mesure des comportements, ça mesure quoi? Ça mesure des aptitudes? C'est exactement le test psychotechnique d'antan, l'étude de groupe, comment ils travaillaient sur un sujet pour voir, et qui a été amélioré suite à beaucoup de choses, dont, par exemple, l'histoire de German Wing, ce truc et tout, l'étude comportementale dans un cockpit, un groupe, comment il va voyager ensemble avec un sujet bien précis, qu'est-ce qu'ils doivent emmener avec eux, est-ce qu'ils peuvent se mettre d'accord sur quelque chose, sur un protocole. Je pense que c'est ça. Mais ça a été amélioré parce que c'est de plus en plus, ça s'améliore tout le temps, ça. Ils rajoutent on est un peu plus approfondi, genre ils voient le leadership, voilà. la communication, le workload management, decision making.
et analyser tout ça, comment se comporter en groupe et on te limite par un temps et il voit aussi la stratégie de bosser en groupe. Voilà, C'est bien. aussi, je peux dire aussi, c'est le CRM on a amélioré aussi. D'accord. C'est-à-dire que de toute façon, pour passer ce genre de test, il faut garder à l'esprit, bon, comme toi, par exemple, bon, tu pilotes, donc il n'y a pas de problème. Mais celui qui n'a pas l'expérience du pilotage multipilote et tout, il faut bien garder à l'esprit le profil que l'on recherche, quoi. Des gens qui sont capables, comme tu disais, de travailler en groupe, de faire valoir leurs idées, de gérer le temps, de gérer la décision, etc. Oui, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, c'est Oui, exactement ça. Et puis, j'ai le truc, j'ai le fascicule, tout le guide de KSA 100 pour les instructeurs. Je l'ai en document. Donc, si ça vous intéresse, je vous l'envoie après. Ouais, ouais. ça peut être intéressant. Oui, ça peut être effectivement intéressant parce que bon, C'est un truc de euh, 40 pages et on te détaille sur quoi et sur quelle base il a été créé et comment les instructeurs et les jurys plutôt forment les gens sur cette épreuve. D'accord. Tu l'as en PDF. c'est une bonne chose. C'est Oui, une oui, bonne chose parce que je l'ai en PDF, oui. C'est un truc de 40 pages. Tu peux l'envoyer sur TikTok, je pense pas, non? Non, non, ça non, doit être fait sur sur WhatsApp. WhatsApp, Sur Oui, sur WhatsApp, WhatsApp. ouais, absolument, sur oui, c'est ce que WhatsApp. je veux dire. Mm, mm. Si tu veux, Le truc, je sais que Spanish, il a normalement le WhatsApp de Nordin. Je vais l'envoyer à Spanish et lui, il va l'envoyer à Nordin. Ok. si Non, la mon WhatsApp aussi. Morad, si tu peux m'envoyer ton numéro au Farid pas en privé, je vais le transmettre directement sur WhatsApp. D'accord. D'accord. Pas de Laisse-moi. souci, Je pas de souci. t'envoie ça tout de suite. J'ai pas. Morad. On salue Morad. Morad, salut, bonjour. Salut. Oui. Voilà. أنا je vous ai pas suivi au début, mais غير سمعت Ryanair وسمعت le HASA. Est-ce que هاد les formations هادو, est-ce que ça rentre dans le cadre de l'équivalence d'une licence par rapport au HASA ou ce sont des règlements qui sont imposés par Ryanair pour l'intégrer ou c'est quoi exactement? L'idée de base, c'est l'idée de Ryanair. Mais c'est pour tous les candidats qui font EASA actuellement, ils doivent posséder le KSA, le 100 KSA. Ils doivent le passer. Donc c'est un amendement au niveau des règlements au HASA pour les PNT, c'est ça? Exactement. Pour avoir la TPL maintenant, il faut avoir le 100 KSA. Donc c'est un certif de plus ou deux certifs de plus, autre que les 10 Ouais. Autre que les 13, c'est ou les le 100 13. KSA, oui. D'accord. Et ils obligent les gens à. Bon, le 100 KSA 1, tu peux le passer pendant le début de la formation, le 2 au milieu, mais le troisième, tu n'es autorisé à le passer que uniquement quand il te reste un seul subject. Ok. Je profite de l'occasion pour te passer le bonjour de double blanc, JB. Ah, là, il est handicapé de la langue. Merci, merci. T'en prie. Et je te dis, il est occupé, il est très occupé en ce moment. C'est pas au niveau travail, hein, je te dis, il s'occupe de ses parents. Ouais. Peut-être que non. Eh ben, il aurait dû monter le dire. Ben, allez, pas grave. On le salue d'ici. C'est léger le chat aujourd'hui, hein. C'est normal, c'est normal. C'est normal. Ils sont Tu vois. D'habitude, tu me dis, ouais, c'est normal, c'est vendredi, mais là, tu peux pas me dire c'est normal, c'est lundi, hein. ben, c'est lundi, parce que Non, mardi, c'est ils ont beaucoup mangé pendant l'INR, peut-être. c'est possible. Exactement. D'ailleurs, vendredi, j'ai complètement oublié de vous dire Asgues Alguez. Pareillement. Sans pour ceux qui n'ont aucune fête, comme moi.
C'est pas en relation du tout avec le mystique, on va dire, pour pas utiliser d'autres termes. Je t'ai envoyé 5000 quelque chose, 2000 quelque chose, 2000 quelque chose, 1400. Enfin, La vérité, c'est l'actualité, hein, c'est l'époque actuelle, hein, Nordin. bon, bah, tu sais. Oui, moi, là, tu voulais dire quelque chose? Je voulais poser une question. Je ne sais pas, chez nous, c'est interdit. Les règlements, ils sont pas encore prêts. C'est concernant l'exploitation euh, des drones en Algérie. Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est autorisé chez vous? Pour l'instant, c'est Parce que chez interdit. nous, c'est interdit, hein. Pour l'instant, c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réglementation. Justement, il y a des drones qui sont saisis par la douane aux aéroports sur des gens. Et tu vois des gens détenir des drones, donc tu comprends plus rien. Comment ça se fait que quelques-uns ils en ont, d'autres pas. Maintenant, les drones professionnels, je pense que l'État en a, puisqu'elle en fabrique déjà. L'État déjà fabrique des drones. Je parle du côté militaire, hein. Mais l'ANAC, qui est l'Agence nationale d'aviation civile en Algérie, a le gros dossier, justement, en instance. Ils sont en train d'étudier, comme conformément à ce qui se fait ailleurs dans le monde, pour déterminer les zonings, la réglementation précise, comment exploiter un drone, comment passer un. Ils vont même faire passer des gens, quand c'est professionnel, un permis d'exploitation de drone. On voit de temps en temps des trucs sauvages comme dans les mariages, dans les événements, trucs. On voit des drones. On voit. Bon, l'État, quand elle utilise ça pendant les grandes cérémonies, elle fait appel à des sociétés agréées. Mais les personnes qui détiennent des drones, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, où on parle, c'est interdit. Parce que ça, ils n'arrivent pas à trouver encore le système. Pourquoi le gars, le voisin va envoyer des drones, il va le voisin, etc., etc. Ça peut aller dans des zones dites, entre guillemets, sensibles. Donc tout ça doit être rentré en ligne de compte aux abords des aéroports. Il est strictement interdit d'utiliser un drone aux abords des aéroports, ça c'est clair, dans le monde entier d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a même des notames qui sont émis ou bien des alertes par les aéroports quand il y a des drones qui évoluent autour. Et ils n'arrivent pas à les détecter, donc on va te dire attention, on suspecte qu'il y a un drone dans les parages, que ce soit au décollage comme à l'atterrissage, hein. Et donc je pense qu'ils sont en train de se plancher sur ça pour déterminer une politique d'État du pays, en quelque sorte, et que ça soit statué par des décrets. Et ensuite, les gens qui veulent recourir à ça, eh ben, ils vont ou passer des permis pour avoir ça, ou se conformer à la loi pour pouvoir utiliser ces drones. Bon, je pense qu'au Maroc, c'est pareil, en Tunisie, ça va être pareil, partout, parce que c'est un truc qui pose réellement danger et problème à Vire, aux aéroports, aux alentours des aéroports, je dis bien. Vas-y, JB, tu voulais dire quelque chose? C'est l'éternel problème il y a des fois des trucs qui arrivent comme ça, et puis pour des raisons purement commerciales, on met des trucs en place, et puis c'est pas si facile que ça, c'est pas si évident. C'est comme les lasers, c'est comme tous ces trucs-là qui peuvent être des jouets, mais qui peuvent être aussi hyper dangereux, hein. Voilà, c'est ça le problème. Ah là, sincèrement, je pense pas comme ça, parce que les règlements, ça existe et on peut inspirer et les adapter. Il n'y a pas de problème, hein. Sauf que là, je trouve que c'est plus question politique que d'autre chose. Et surtout, question de C'est sûreté. évident, c'est Sûreté. évident, c'est évident. C'est un problème Voilà. de sûreté, d'abord et avant De tout, bien sûreté. sûr. C'est possible, moi, Parce là. que même, oui, parce que même on avait l'occasion, il y avait énormément de sociétés, surtout étrangères, et qui travaillaient avec un agrément en bonne et due forme. Et ils voulaient s'installer au Maroc, surtout pour faire tout ce qui est topographie, photographie, publicité, etc. Mais on les a pas laissés. Pourquoi? Parce que euh, c'est pas seulement la direction de l'aviation civile qui en est responsable, mais aussi les autres autorités locales. Ils se sont intervenus, ils ont imposé pas mal de conditions, donc ça passe pas. Voilà, Les gens, après, oui, oui. je ne sais pas
comment est constitué le conseil d'administration de l'autorité au Maroc, l'autorité nationale d'aviation civile. Mais moi, je peux te dire qu'en Algérie, l'autorité nationale d'aviation civile, tu as le directeur général, le président du conseil, c'est le ministre des Transports, et dans le conseil général, tu as un représentant du ministère de la Défense, un représentant du ministère de l'Intérieur, un représentant du ministère de l'Environnement et un représentant des Affaires étrangères ou quelque chose comme ça. J'ai un petit peu le décret. Et donc tu vois bien que, bien sûr qu'il y a de l'influence à ce niveau-là. Quand il y a la défense qui s'en mêle, on va te dire, monsieur, non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça va survoler des zones sensibles, des casernes, des ceci, des trucs. Bon, il est sûr, hein, la police va dire la même chose. Le ministère de l'Intérieur, dans la police dépend ou quelque chose comme ça, va dire la même chose. L'environnement va dire oui, c'est néfaste pour l'environnement, quelque chose comme ça. C'est normal. Donc, C'est une concertation collégiale. oui, mais ailleurs, là, je que c'est pareil ailleurs. Hein. Attention, en France, quand ils ont pondu ce texte, c'était pareil. Hein. Et ce qui leur posait le plus de problèmes, c'était les abords des aéroports. Charles de Gaulle, Orly, même les petits aéroports. Hein. Et Dubaï, c'est encore pire. Dubaï, les gens ont des drones, et des drones, quand je te dis drones pro, hein, hyper pro même. Il y a même un Algérien, que je connais de nom, hein, qui les fabrique à Dubaï. C'est sa société qui fabrique ces drones-là et qui les vend un petit peu partout dans le monde. Et c'est des hyper trucs. Donc voilà, mettre en place une structure, c'est sûr que le politique va intervenir. Il est clair que le politique va intervenir au niveau sûreté, sécurité, beaucoup plus. Voilà, je veux pas que. Bon. Mais ils sont obligés d'y arriver parce que de plus en plus de gens ont ça et il ne faut pas arriver à la catastrophe pour pouvoir prendre des textes. Et puis, Nordine, il n'y a pas que les grosses infrastructures étatiques ou militaires, etc. Tu as les particuliers aussi qui peuvent être espionnés. Ils veulent pas, ils veulent pas. Tu es dans ta piscine, tu as des paparazzis, tu as les machins, je sais pas, il faut mettre des réglementations par rapport à ça. À ce niveau-là, de toute façon, à ce niveau-là, si tu veux, t'as pas trop de trucs d'inquiétude à ce niveau-là, parce que le voisinage et tout, bon, c'est un petit peu privé, ils font pas intégrer l'État, sauf si le gars, il va la marre, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme aux États-Unis ou là en France, je pense en France. Le gars qui se faisait survoler sa villa avec un drone, et pour l'embêter, le voisin le faisait, et donc il a fini par lui tirer dessus, il a tiré sur le drone, il l'a cassé. Il y a une vidéo loufoque à ce niveau-là. Mais bon, à voir. Enfin, Il faut toujours d'arriver à des textes. c'est comme c'est comme beaucoup d'inventions qui sont très bien d'un point de vue purement de l'avancée technologique et tout ça, c'est très très bien. Et il y a toujours des gens pour les dévoyer, c'est ça le problème. Le téléphone, il a commencé à être dévoyé dès le départ. Internet, tout a été dévoyé justement parce que, mais au départ, c'était quelque chose de très intéressant. Voilà, c'est tout. Hein. Et c'est comme احنا le réseau qui a été démantelé la dernière fois à Nabag. Il y avait un réseau de trafiquants de drogue avec des drones. Oui, bon, ça, tu peux pas en échapper, ça. Ça, tu peux pas en échapper. De toute façon, même, je vais te dire encore mieux, il n'y a pas que les drones pour la drogue. Il y a les sous-marins. Il y a des gens qui ont construit des sous-marins. J'ai vu des vidéos en Colombie, par exemple, des sous-marins, des sous-marins. Le cas privé, il le fait, il l'utilise. Ça, tu vois, écoute, c'est très simple. Toute prohibition génère fraude. Toute prohibition génère fraude. On le voit depuis les années où il y avait l'interdiction d'alcool aux États-Unis. Et justement, les groupes criminels en général sont Et à l'avant-garde des nouvelles technologies, hein. il faut savoir que tout dot a son antidote. Tu as beau créer ce que tu veux, tu as toujours la contrepartie à côté. Donc, c'est le jeu du chat et de la souris. Et c'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. Et ben, c'est pas demain la veille que ça va changer. احنا la structure de l'administration, ou plutôt la direction générale de l'aviation civile, il est, il est civil à 100%. On n'a pas il D'accord. y a pas lieu d'autre autorité autre que celle de l'aviation civile. Et pour- Ça fait maintenant presque une dizaine d'années
qu'on a amendé l'organigramme de l'aviation civile. Et donc, on a mis le DGAC, qui chapeaute la direction de l'aviation civile et la direction de transport aérien. Et là, ça passe. Et le patron, c'est le ministre des Transports, en général, c'est ça. Voilà. Donc, le monopole, il est à 100% chez nous. Hein. Sauf que quand tu survoles, bien sûr, ou quand tu déposes pas de plan de vol, là, tu es obligé on est obligé d'avertir la gendarmerie ou la zone là où il peut évoluer le demandeur. Et à ce moment-là, il y a les autorités locales qui interviennent pour dire est-ce que c'est une zone interdite ou pas, ou inerte, etc., etc. Et aussi, ça fait presque une dizaine d'années ou même plus, 15 ans très bien, à peu près comme ça. Il y a la gendarmerie royale qui voulait intégrer la direction de l'aviation civile. Et donc, ils ont fait des demandes et tout ça pour l'organisme de maintenance. Ils étaient obligés, à vrai dire, parce qu'ils touchaient aux avions, ils font la maintenance pour des avions qui sont civils, qui sont Charlie Novembre. Et donc, pour pouvoir les accepter ou accepter les travaux de maintenance, il faut qu'ils soient reconnus par la direction de l'aviation civile. Et donc, ils étaient obligés de se conformer à 100% aux exigences réglementaires concernant la maintenance de ces avions. C'est pour Et même, conseil d'administration. là, il n'y a pas de conseil d'administration. Non, attends. Si tu es un directeur général, la DGAC, Oui, mais le président du conseil, c'est le ministre. Parce que je vais t'expliquer, voilà, c'est simple. oui. Quand tu es un DG, c'est que tu as un conseil d'administration et tu as un président du conseil. Chaque année, le conseil se siège et il est présidé par le ministre des Transports qui, lui, en réalité, est censé d'appliquer la loi aéronautique du pays. Maintenant, le conseil d'administration, c'est vrai que le DG est souverain. Il a son budget, son infrastructure, truc, et ceci. Parce que si c'était lui le boss, le réel boss dans tout, ça, le dernier truc lui revient, il n'y aurait pas de conseil d'administration, il n'y aurait pas de DG. Il y aurait un président directeur général. Ce serait un PDG. Donc, puisqu'il y a un DG, obligatoirement, il y a un président du conseil qui, en l'occurrence, est le ministre, comme chez vous, comme chez nous, comme truc. Mais la différence, c'est qu'au Maroc, apparemment, puisqu'ils parlent encore de DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, c'est-à-dire qu'ils ont repris exactement les termes de la DGAC France, qui, elle, effectivement, a pu enlever a fait dépoussiérer le Conseil de tous ces éléments qui pouvaient représenter des contraintes pour l'avancement des textes. Bon, eh bien, pour l'instant, c'est ce qu'on appelle l'Agence nationale de l'aviation civile, de la direction générale, composée du président du Conseil qui est ministre, et qui, une fois par an, dans le conseil d'administration, il est siège. Sinon, c'est le DG qui truc, il a son sous-directeur général, il a ses secrétaires généraux, plus les représentants de différents ministères qui ont leur mot à dire pendant un conseil d'administration. Ils ne sont pas là seulement pour statuer sur le salaire, sur ceci, sur les avantages, non. Ils ont leur mot à dire. Et quand tu disais bien tout à l'heure, enfin, tu disais, effectivement, quand tu as un ministère de la Défense, il va te dire, monsieur, telle zone, non, on n'en veut pas. Si vous voulez faire une loi, il faudrait qu'elle soit conforme à ça. Il ne faudrait pas qu'il y ait, par exemple, trop de vues dessus, trop ceci, trop cela. Et ils sont obligés de l'écouter pour l'instant. Ça changera un jour, probablement. Plus ça avance, plus les lois changent, plus elles s'adaptent plutôt à l'environnement et au bon vouloir des gens. Mais c'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai. Si tu veux, on trouve toujours le directeur général, il est toujours dans le privé. C'est pas dans l'État. Ça n'existe pas un directeur général dans une administration publique. Hein. Sauf que on avait le poste de directeur général au niveau d'un autre ministère, je me rappelle plus. Et donc on a pris l'exemple. C'est pour cette raison qu'on l'a passé. Mais comme on a deux directions,
Donc il fallait bien un boss qui chapeaute ou supervise les deux activités, notamment l'aviation civile et le transport aérien. Donc il fallait mettre en place un directeur général qui est responsable de toutes les activités en relation avec le domaine aéronautique. Ok. Et il y a bien sûr le ministre et le secrétaire général. Donc, mais c'est le ministre qui est responsable pour tout ce qui est supervision, hein. Mais ce sont les directeurs qui signent toute autorisation, etc. Oh, putain, c'est sûr. Et là maintenant, puisqu'on cherchait, tu as parlé tout à l'heure de l'autonomie, etc. Et c'est demandé, c'est exigé un peu, c'est une recommandation de l'OACI. Il faut être autonome, il faut être indépendant avec un budget indépendant, etc., etc. Et donc là, on pense vraiment à se transformer en agence, carrément en agence. Oui. Et c'est pas. Et donc, allez, et donc nous sommes en cours il y a un projet qui est en cours pas en finalisation, mais en cours d'élaboration. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais notre vision, c'est d'être à 100% autonome. bah, d'ailleurs, Même, l'avantage de même, l'agence, qu'est-ce que c'est l'avantage de l'agence finalement? L'avantage, quand il y a une agence, l'avantage c'est que autonome, budgétisation par l'État et par des dons. Il y a même des dons. C'est-à-dire c'est un organisme d'État pratiquement qui accepte des dons. Et c'est dans les statuts, hein. Donc un privé qui peut donner de l'argent, ceci, cela, une société nationale qui peut donner de l'argent, etc., etc., etc. Bon, tout ça a de l'influence à droite à gauche sur les textes, hein, quelque part, hein. et même les redevances aéroportuaires, ça revient directement à l'agence. Et ça, c'est Des très, très autres, important, hein. directement à l'agence, effectivement, effectivement. Voilà. Bon, ben, en tout cas, moi, je leur souhaite vraiment des trucs, hein, parce que, bon, c'est, c'est vraiment un gros travail, l'agence. Très, très gros travail. Ça ne s'arrête pas seulement à bien, voilà, les cadets de vol, les ceci, les cela, les certifications, les licences, et tout. Ça touche pratiquement au domaine aéronautique d'un pays. Comment gérer ça? Et ça enlève une épine du pied au ministre, parce que lui, il fait de la politique de l'État, il fait de la politique, il ne va pas faire de l'administratif. Mais ça pond des lois, des réglementations, ça donne des agréments aux compagnies privées, ça on peut enlever des agréments aux compagnies même d'État, etc., etc. Par exemple, et je suis tout à fait d'accord. Bon, y a-t-il des questions? Je voudrais juste dire un truc, c'est à propos de l'accident du 37 en Corée du Sud. Il y a un amendement. J'ai lu un truc, je ne sais pas si vous avez lu la même chose, c'est que les enregistreurs de vol, aussi bien le DFDR que le CVR, se sont arrêtés 4 minutes avant le crash. Ouais. Voilà, j'ai pas compris, hein. Moi, j'ai relu un truc, Justement, j'ai relu le justement, truc alors, attends, Félix. J'ai relu le truc d'Herald, et il te dit, bon, ils sont arrivés en 01, Bird Strike, ils ont lancé un Mayday, ils ont remis les gaz, ils ont fait un 180 degrés pour revenir se poser le plus vite possible, et 4 minutes, donc dans ces 4 minutes-là, apparemment, le DFDR et le CVR ont cessé d'émettre 4 minutes avant l'impact. Bon, c'est vrai que là, c'est un grand point d'interrogation. Ils sont pas tu là te pour faire souviens, de bon. tu te souviens, Nordine, tu te souviens, JB, Tahal était présent, moi là-dessus, je pense, lors du live aussi que je vous disais que les boîtes noires seraient difficilement exploitables. Bon, Ouais. c'est vrai que la raison que j'ai avancée, moi, c'était que bon, les moteurs ne fonctionnaient pas et que vous me disiez que même si les moteurs ne fonctionnaient pas, il y avait une autonomie d'énergie qui permettait, etc., etc. Mais en fin de compte, on en arrive à bon, c'est pas ce que j'ai dit moi, hein, c'est que c'est un certain YouTuber qui l'avançait. Vas-y, JB. Moi, j'ai vu qu'il disait, c'était le truc en anglais, the connectors, electrical connectors have been torn, c'est-à-dire ils ont été cramés, il y a eu un problème apparemment électrique ou quoi que ce soit. Mais que les gars du NTSB, c'était un communiqué du NTSB qui disait qu'ils continuaient à faire tout leur possible pour essayer de récupérer le data, voilà, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ils vont le faire, ils vont le faire.
ils vont récupérer d'une manière ou d'une autre. Ouais. Salut JB, salut Michel. Salut Michel. Michel, Salut hier. bonjour. Pas comme JB. Salut IRDZ également. Ouais, exactement. Buena suerte. Salut Ir. Salut. Hier, tout le monde, moral. Salut. J'informe que l'IS a une compagnie aérienne en bonne et due forme de premier niveau, hein, number one, pour avoir lu les exigences de l'ANAC. Ouais, c'est pas mal. Dis-moi pas que Ils sont c'est, bien. dis-moi pas que c'est pas vrai comme il disait l'autre. Si, c'est vrai, c'est vrai. Là, laquelle C'est long, hein? Alors, donc, pour en revenir à l'histoire de Corée, hein, moi j'ai répondu à un gars sur Facebook qui disait qui parlait du reverse du moteur numéro 2, et je confirme, je suis sûr à 200% que le reverse 2, il n'a pas pu être activé par les pilotes, puisque, étant donné que le relais air-sol était sur vol, le train étant entré, il n'y a aucune possibilité de manœuvrer les reverses. Voilà. Donc, faut pas rêver. Hein. Donc tu confirmes que JB est occupé. Tu Ah, confirmes oui. que c'est la percussion au sol qui a fait activer Ça les peut être que reverse. ça. C'est même pas activé. C'est juste Décalé. enfin, oui, ça a décalé les panneaux, c'est tout, mais ça peut pas, l'avion n'est pas passé en reverse. Alors, j'ai lu quelques D'ailleurs, éléments. parce qu'il disait, les pilotes, apparemment, d'après ce qu'on voit, n'ont pas eu à contrôler une poussée dissymétrique. Bien sûr que non. De toute façon, c'est juste de la ferraille qui s'est décalée, c'est tout. Bon, moi, je vais vous quitter quelques minutes et je reviens après. Vas-y. Alors, j'ai lu par rapport au crash, justement. Déjà, la première chose, le NG n'a pas de rame air turbine parce que l'avion peut être contrôlé sans puissance électrique et qu'il est contrôlé par câblage et non par fly-by-wire. Et donc, la FAA n'exigeait pas d'alimentation électrique conséquente en cas d'arrêt des moteurs. Et pour les boîtes noires, l'avion a été certifié sans boîte noire branchée à l'Essential Bus euh, parce que la réglementation FAA à l'époque permettait cela. Donc permettait en fait qu'en cas d'arrêt de moteur, les boîtes noires s'arrêtent également. Non, pas sur le NG, Ir. Pas sur Ah, le NG. Pas sur le moi NG. j'ai lu ça justement par rapport à la certification du NG. Oui, mais Et, pas. Attends. Ça, c'était prévu. Ça, c'était d'actualité. Allez, je vais te donner à peu près ma date. Quand il y a eu le NG, quand il a été certifié, c'est-à-dire en 2001, 2002, entre 2001 et 2002. Ensuite, il y a eu des amendements. Parce que justement, il y a eu des problèmes. Dont le problème qui est arrivé une année après sa sortie, ou deux ans après, à cause de l'altimètre. ouais. Bon. Ensuite, maintenant, cette histoire de off, 4 minutes avant, ça paraît un peu bizarre. Mais moi, je vais te dire une chose claire. Le NTSB, et tu vas voir, ils vont sortir même d'une poussière d'une boîte noire, ils vont sortir l'information. J'ai vu les équipements déjà au BEA, et je peux te dire, au BEA au Bourget, les équipements qu'ils ont pour sortir un truc comme ça, si vraiment ils n'arrivent pas, si vraiment la carte est cramée de chez cramée, ils l'envoient déjà aux États-Unis pour le faire. Oui, mais Nordine, excuse-moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que le BEA a un matériel de folie. Mais si les boîtes noires ne sont pas alimentées en énergie, ils pourront récupérer, ils ne pourront rien Après, récupérer en fin de compte. Le après switch, la, non, parce qu'il est sur la haute bus. Donc, quel que soit X, il y a de l'alimentation. Il n'est pas alimenté au niveau de l'interrupteur on-off. C'est-à-dire quand tu le coupes, même chez nous, c'est-à-dire au poste, même sur 330, on pouvait le couper. Mais déjà, on pouvait effacer. Les 30 minutes, les 30 dernières minutes, ils sont enregistrés, on pouvait les effacer. Mais après, tu as une interdiction. Parce que, quelle que soit X l'information est prise, ça y est, qui met ton portable. Même éteint ton portable, éteint off. Tu peux être localisé, tu peux être pisté, tu peux être géolocalisé, même off. Donc voilà.
C'est un Du programme moment, off, du moment que tu as ta batterie installé. installée. Mais Oui, si mais tu la enlèves ta batterie, elle est batterie, dans il n'y a plus l'avion. rien. Mais la Je batterie, crois. elle est dans l'avion, la batterie, elle est dans l'avion. Il est sur la Hotbus. Tu n'arrives pas peut-être à voir ce que c'est que la Hotbus. C'est autonome, la Hotbus dans l'avion. Il y a la batterie bus, la Hotbus. C'est autonome. Et j'ai vu une hypothèse soulevée par Aldostérone, je sais pas si vous l'avez vu. En Dis-moi. fait, il avait remarqué qu'il y avait un moteur, enfin le moteur sur lequel on a vu le Bird Strike, c'était le moteur, je pense, gauche. Et sur un autre plan en finale, on voyait que c'était l'autre moteur. C'était pardon, ce moteur-là qui avait un résidu de flux en sortie, donc on voyait un peu d'air chaud en sortie et rien sur l'autre. Donc l'hypothèse qu'il avait soulevée, c'était que dans l'urgence et la panique, ils avaient coupé le mauvais moteur, ce qui est déjà arrivé à... Probablement, Mm. probablement. Ça peut tenir la route. Ça peut tenir la route, cette histoire d'avoir coupé le bon moteur. Nanana. Et qu'effectivement, si tu coupes les deux moteurs, tu n'as pas d'hydraulique, donc tu ne pourras pas sortir le train en normal. Tu ne peux le sortir qu'en secours. Mais vu qu'ils ont fait un 180 degrés direct, ils sont aplatis au sol directement après le 180 degrés. Maintenant, l'enquête déterminera ça. Ça ne demeure que des supputations. Et Absolument. faut pas aller trop vite en besoin. Justement, justement, Nordine, on en avait parlé, et j'ai pris comme référence aussi aldostérone parce que j'ai vu la vidéo. Oui, Et ben, on en a parlé en DZ de ça, hein, on en a oui, parlé. Et puis effectivement, on en a conclu que, comme tu disais, Nordine, on en a conclu que vaut mieux attendre les résultats de l'enquête et puis c'est tout, hein. mais il n'est pas le seul, l'aldostérone, il est très sympa, mais il n'est pas le seul, il peut lui aussi avoir un avis, émettre un avis, mais ça demeure que son avis. Ouais. Maintenant, comme on en a parlé aussi la dernière fois avec Michel, même les rapports finaux, factuels et finaux, peuvent être triturés et arrangés en fonction des situations données. Mais bon, D'ailleurs, il y a un rapport juridique, comme l'avait dit JB la dernière fois, il y a un rapport qui est juridique, qui est administratif, mais il y a aussi un autre moral qui ne colle pas vraiment avec le premier. أنا نقول لك ça fait 20 شحال 2014 on est en 2000 ça fait 11 ans déjà ça fait 11 ans déjà et il y a encore dans le rapport de partie civile, partie publique du crash de Swifter qui est encore en train de tourner. Il n'a pas encore abouti, hein. Pour vous dire que ça, c'est des trucs qui traînent et qui prennent du temps. Il était ou bien qu'il y est encore en plein. Et pour vous dire que c'est un truc de longue haleine, très longue haleine. C'est pas du jour au lendemain que tu peux déterminer ça ou donner directement les causes. Ce que te croire, Nordine, d'autant plus que tu as fait partie quand même des Ah, mais je commissions te d'enquête dis, comme ça, donc je te dis. Ité, tu voulais poser une question, vas-y. Vas-y, attends, Ité, où t'es? Ité, où t'es? Où t'es, Ité? Oui, oui, Salut, bonjour. salut. oui, Est-ce que par rapport à ça, j'avais regardé suite au live aussi des vidéos d'autres chaînes de télé, puis on voyait justement des clapets sortir d'un réacteur, mais ils semblaient pas bouger à droite, à gauche. Mais la question que je me posais, en bout de piste, il y avait un mur en béton. Mais le gars, il ne savait pas qu'il y avait en bout de piste un mur. Ils savaient qu'il y avait un mur au bout de piste. Mais si au bout de piste, d'abord, il est à 500 mètres. Mais ils le savaient, mais encore faut-il qu'ils sachent qu'ils pouvaient s'arrêter. Il ne peut pas s'arrêter. Donc il va Ouais. quitter obligatoirement. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Et il n'a même pas de série pour aller à droite à gauche, pour sortir à droite à gauche. Donc il a été tout droit. Et le mur il était à sa place, contrairement à ce que pensent les gens. C'est un mur d'assises pour les antennes, ILS. Donc il était à sa place, le mur. C'est lui qui n'était pas à sa place quand il l'a percuté. C'est pas la même chose. D'accord, ok. tu dis, Ouais, parce que donc tu dis 500 mètres après le bout de piste, hein, À peu 500 près. mètres. À peu près. Moi, je te donne comment on appelle ça? Extended runway Une évaluation approximative, oui. pour mettre Puis, des équipements, à savoir la rampe d'approche, les antennes ILS, les OR, etc., se trouvent dans cette area, à peu près. À peu près. Ça m'a puis pas. les exemples.
Les exemples ne manquent pas, pardon, d'obstacles au bout des pistes partout dans le monde, que ce soit des routes, des autoroutes, des maisons, des usines, Oui, oui. vraiment de tout. Bah, Bah, merci de Alger, votre réponse. Voilà. Merci de votre réponse. 09, il est Voilà. juste en piste. Oui. Merci, T, merci. Merci. dire, Et justement, excuse-moi Landine, mais justement, ce qui motive les questions en général dans l'aviation, c'est quand même ces crashs, hein, enfin récurrents, non pas récurrents, mais je veux dire, c'est l'une des motivations principales des questions. Mais bon, on parle toujours des trains en retard, mais on parle jamais des trains, on parle jamais des trains en avance. Tu vois ce que je veux dire quelque part? oui, mais bon, ça c'est un petit peu humain et c'est un petit peu logique et compréhensible. Compréhensible. Parce que les gens, ils vaguent à leurs occupations jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose. Ben, il y a eu en France l'histoire de train. L'histoire un tram a fait marche arrière. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Bonsoir Nadia. Ça va? Nordine, ravi de vous voir. Farid, Michel, Mourad, JB et hier. Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Micro, Nabil. Comment Nordine? Micro, 2 minutes dans ton micro. Je vous entends mal là. Ton micro off. Parce que Ah, ok. il y a un retour. Merci. Et donc c'est un petit peu logique. Bon, l'idée de dire avec les news, c'est oui, si on veut. Chaque fois qu'il y a quelque chose dans n'importe quoi, ça prend de la place dans l'esprit des gens pendant un certain moment. Et ensuite, ils oublient. C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose d'autre, au niveau d'autre chose, et bien ça reprend. Mais c'est ça la faculté de l'être humain. L'être humain, il saute, je ne dirais pas des trucs, pour ne pas dire de bêtises, mais c'est comme ça. Il est obligé de s'accrocher à quelque chose, parce que maintenant que sa vie est monotone. Et c'est pas seulement c'est dans partout. Oui, tu as raison, et tu as des gens qui s'intéressent à l'aviation que par l'axe des crashs. D'ailleurs, ils regardent que ça. Ils entendent parler de l'aviation s'il n'y a pas de crash. Et ils vont voir des avions voler. Maintenant, les gens qui voient des avions voler nous posent aussi des questions sur les chemtrails, les trucs et tout, alors que c'est faux. C'est des fumées de condensation. Par exemple, le gars, il est omnibulé par ça, on lui a raconté une histoire, ça lui a plu, il vient de la raconter, l'histoire de le monde aéronautique bombarde les gens avec des trucs chimiques, par exemple, alors que c'est faux, c'est de la condensation. Il y a même une vidéo de Mourad à Malawi sur ça, sur la condensation, les traînées de condensation et tout et tout. Tu vois, des trucs. Alors, après, quand Pire que ça. Ah oui, c'est vrai. Pire que ça, pire que ça. Les pilotes signent des conventions pour ne pas. Par exemple, les pilotes signent des conventions quand ils entrent faire travailler pour qu'ils disent pas que la Terre est plate parce que maintenant, par exemple, il y a ça leur plaît. Il y a des gens à qui ça plaît. Et quand ça leur plaît, eh bien, ils l'habillent, ils la façonnent et ils le jettent. Comme ça. Et là, je te dis, si tu avais vu Departure 716, c'est empirique, c'est un film tiré un petit peu de faits réels, mais bon, sans plus. Et tu as vu comment on mène une enquête. Tu l'as vu, Philippe? Ah oui, très intéressant, très intéressant. Après, il parle de train et tout, c'est autre chose, mais je parle de l'avion en lui-même. La suite logique, c'est-à-dire rien n'est laissé au hasard. Absolument rien n'est laissé au hasard. Même des supputations. On nous a dit ça, et ben on va enquêter sur ça. On nous a dit ça, et ben on va taper chez le voisin. On va voir ça, on fait ceci, on fait ça. C'est comme ça. C'est comme ça. N'aie pas peur, c'est lié, Quand va, même. 3108, j'ai un vol ce soir avec le mauvais temps, avec le mauvais temps. J'ai tellement peur. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, les avions continueront à voler. Ne vous en faites pas. Et les pilotes continueront à être formés et prendront encore ces avions. Et ils arriveront peut-être à la retraite. Voilà. Comme on fait ce soir. Même, malheureusement, la sécurité aérienne évolue selon les recommandations de sécurité. Et les recommandations de sécurité sont issues
des études et analyses suite aux accidents et incidents graves, malheureusement. Des accidents qui nous font évoluer dans la sécurité, mais que veut dire. Ce sont des sacrifices humains qui nous font évoluer, mais que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous dire? D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder. Maintenant, nous avons la chance avec l'image. Nous avons des images qui sont en HD de crash comme ça, donc ce qui permet d'arriver, disons, moins difficilement qu'avant, dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, il n'y avait presque rien. Ils ont quand même réussi à trouver les causes de certains accidents très connus. Donc, Attends, on va c'est vrai que la sécurité aérienne, elle est influée par ça. Yes. On s'allie 2 minutes, Nadir. Je ne sais pas s'il est en train de bosser ou pas. Et ensuite, on passe chez Sabri. Nadir, salut. Salut Nordin. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, qu'est-ce que le news? JB, le JA. Enfin, le JB, il est toujours au sol. Il y a le Juliette Whisky toujours aussi au sol. On est à moins de 2 toujours. C'est pour ça que Sabri ne travaille pas beaucoup. Voilà. On est à moins de 2. Heureusement, Hier, on a reçu le Juliette Victor pour une petite check, une demi-A-check. On a pu le finir une journée. Donc, voilà. Et on reste toujours avec le whisky et le Bravo. Nadir, heureusement, dommage que tu n'aies pas été là sur le live du vendredi, parce que le vendredi, on nous disait qu'on était à moins 12. Non, Non. Non, mais exagéré de folie. Non, là, je parle sur la flotte du 330, c'est tout. Hein. Là où je suis concerné, parce que l'autre flotte, je travaille pas, là, je travaille sur le 330. Donc, je vous parle sur le 330. Donc, on est à moins 2 pour le moment. on passe à Sabri. On salue Sabri. Nadir, ton micro, s'il te plaît. Ah ouais. Salut tout le monde, Massakum al-Khair. Salut. Oui. Alors, si j'ai compris, il n'y a ni whisky ni JB, c'est ça? Mais ni whisky, ni JB. Il n'y a que des glaçons. Et ça prend Avec le verre. Bon, ben écoutez, je suis content de vous entendre. J'étais absent ces quelques jours là parce que j'étais à côté de ma famille, près de ma famille. Et là, aujourd'hui, j'ai passé ma visite médicale. On m'a trouvé apte. Donc voilà, c'est reparti pour quelques mois encore. Mbarak alik. Ouais. C'est le seul métier où c'est qu'on dit Mbrouk Alik quand tu as ta visite médicale. Ouais. Incroyable. Jusqu'à un certain point, tu vois. Bah, tout simplement, Enfin, voilà. Elle est tout simplement parce que tu remets ta carrière au bon papier. Ta carrière peut s'arrêter ce jour-là. Ah, peut s'arrêter ce jour-là. Ouais. Exactement, c'est ce que je te dis. Il faut bien que tout le monde conçoive une chose. C'est que non seulement à la visite médicale, tu remets ta carrière en jeu, mais chaque fois que tu montes dans ton avion, tu vas faire un vol, tu remets ta carrière en jeu, même si c'est ta vie, oui, mais d'abord et avant tout ta carrière. Si tu fais la moindre connerie, si tu as le moindre problème qu'on peut te reprocher, ta carrière est finie. C'est ça, il faut que les gens qui ne sont pas du métier le conçoivent. Ça fait pas de nous des héros ni rien du tout, mais il faut quand même concevoir que c'est quand même un métier. Vous voyez des gens, des médecins, des ingénieurs, des machins, dans toutes sortes de métiers qui font des conneries grosses comme eux et qui continuent d'exercer. Sauf vraiment s'il faut qu'ils aient fait très très gros pour être... Nous, le moindre truc, déjà au minimum, tu risques d'être suspendu de manière conservatoire suite à un incident ou un accident. D'accord ? Et ça peut aller plus loin jusqu'à la radiation. Donc, il faut mettre ça en tête. Hein. Et c'est pour ça, pour reboucler par rapport à ce que je dis toujours, quand on a des jeunes qui veulent faire pilote, c'est pour ça que je leur dis toujours, les amis, ayez un plan B, ayez des diplômes à côté qui vous permettraient d'avoir un boulot au cas où ça ne fonctionnerait pas, ou vous auriez un problème en cours de route. Voilà.
pas un conseil que tu aurais donné il y a 40 ans de ça, à votre époque, toi, Nordine, ou ce Non, que non, vous non, pensez? toujours. Moi, je suis rentré dans ce métier, on me l'avait déjà dit, il y avait des gens qui étaient dans le métier avant qui me l'avaient dit. Voilà. Et ça m'a paru tout à fait logique. Par contre, j'ai une question concernant les attitudes médicales en Algérie. Est-ce que vous acceptez les centres d'attitude médicale étrangers? Non, chauffe. Une histoire de centre, c'est encore une fois, l'ANAC va se pencher dessus. Il y a eu une demande dans ce sens. Pour l'instant, on a le centre d'expertise médicale du personnel navigant. Et à Ilaja, il englobe pratiquement tous les pilotes, même les scaphandriers, même tout le monde. C'est un centre d'expertise médicale du personnel navigant. Tout ce qui touche de près ou de loin, des pressions, ceci, il y a des avions, des sous-marins, de ce que tu veux. Maintenant, il y a eu des demandes pour qu'il y ait aléatoirement des hôpitaux civils, par exemple, affiliés. Je ne sais pas où Sabri peut en parler le plus, puisqu'il est il fait partie de l'organisme international qui s'appelle l'IFALPA, il fait partie des syndicats, il peut en parler mieux que moi à ce niveau-là, puisque moi je suis déjà out. Je suis plus concerné par ça. Sabri, tu peux nous en dire plus ou pas? À quel sujet? Au sujet comment dire, des medical checks ou là? Medical check, si c'est possible de les faire ailleurs que le Non, il faut que le centre où tu passes le medical check soit homologué par l'aviation civile du pays. Nous, ici en Algérie, on a un seul centre. Par exemple, en France, ils ont plusieurs centres. Il me semble qu'il y en a un à Paris, à Toulouse et Marseille peut-être. Dans d'autres pays, je suppose, hein, un pays comme les États-Unis, il doit sûrement y avoir plusieurs centres, etc., etc. Mais il faut qu'il soit homologué par la DAC, la Direction de l'aviation civile du pays. Sinon, tu peux pas prendre une clinique un tel et faire tes checks et dire OK, c'est bon. Par Non, mais exemple, pour quelque part, information. excuse-moi, Sabri, je te coupe. Quelque part, Sabri, donc Mourad est en train de te dire qu'en fin de compte, tu peux passer ta visite médicale du moment que le centre est agréé par le pays à l'étranger. Non, non, Non. je m'explique. Il faut que ça soit l'aviation civile de ton pays. Par exemple, Mais écoute-moi, moi je suis pilote algérien avec une licence algérienne. Je peux faire une visite médicale dans le centre d'expertise qui est homologué par la DAC algérienne. Si je vais, par exemple, en France ou là dans un autre pays, que je passe une visite médicale et que je ramène le papier à la DAC va me dire non, nous on ne reconnaît pas ce centre. Donc tu es obligé de repasser ta visite médicale dans le centre homologué par la DAC de ton pays. je reformule Sinon, ma question. Je reformule ma question à Sabri. Excuse-moi, Mourad, je reformule ma question. Je reformule ma question. Est-ce qu'il y a Attends, des centres Farid, Belek, on homologués n'a pas à compris, Belek, on n'a l'étranger? pas compris, Mourad. Attends, Farid, attends, Farid, Belek, on n'a pas compris, Mourad. Vas-y, Mourad. Alors, c'est Sabri, je vais t'expliquer. Je prends un exemple pour par exemple, les organismes de maintenance. D'accord? Il y a certainement les avions qui sont immatriculés en Algérie. Ils font de l'entretien à l'extérieur de l'Algérie. Genre, et ils font de l'entretien chez des organismes de maintenance qui sont agréés, localement bien sûr, et qui sont acceptés par l'aviation civile algérienne. Donc il y a une certaine reconnaissance. C'est vrai que puisque la licence il est algérienne, il faut que vous passez par un centre d'attitude médicale qui est homologué, accepté, homologué plutôt ou agréé par l'aviation civile algérienne, ça c'est sûr. Mais il y a une autre option que tous les pays le font. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer comment on a fait chez nous au Maroc. Il y a une certaine reconnaissance, selon bien sûr des procédures propres à l'aviation civile algérienne, de reconnaissance de ces centres, que ce soit au niveau des attitudes médicaux, que ce soit au niveau de la maintenance, que ce soit au niveau des simulateurs, des centres de simulateurs pour l'entraînement ou pour la qualif de type ou le maintien de compétences du personnel navigant technique. Donc ma question, elle est la suivante. Est-ce que, autre que les centres d'attitude médicaux qui sont agréés par l'aviation civile algérienne, est-ce qu'ils sont acceptés? Est-ce que vous avez d'autres centres à l'étranger qui ont un Non, agrément? non, Ben voilà. non. Il n'y a que un Je seul vais centre. t'expliquer.
Morad, je t'explique quelque chose. Ce qui se passe au Maroc, le Maroc a signé une convention avec le HASA, avec l'Europe. Donc, automatiquement, les centres d'expertise européens sont reconnus par la DACM marocaine. D'accord? Donc, les Marocains peuvent aller, les pilotes marocains peuvent aller passer les visites en Europe et c'est homologué par le DAC parce qu'il y a un deal, un contrat, une convention qui a été établie entre la DAC marocaine et le HASA. Nous, en Algérie, on n'a pas ça. Nous, là, en Algérie, nous avons un centre algérien où tous les pilotes algériens, et même, je t'explique encore plus, nous avons des pilotes algériens qui pilotent à l'étranger avec des licences algériennes, ils doivent venir jusqu'en Algérie pour passer leur visite médicale, revalider leur licence algérienne et repartir dans le pays où ils travaillent, parce qu'ils n'ont qu'une homologation de licence. Je peux te citer plusieurs collègues à nous qui travaillent à Air Sénégal, qui travaillent... Attends, où est-ce que c'était cette compagnie? J'ai oublié. En Éthiopie, en Inde, ils font comme ça. Ils travaillent là-bas, mais avec une licence algérienne homologuée. Mais ils ne peuvent pas la revalider dans le pays où ils travaillent. Ils sont obligés de venir en Algérie pour la revalider. Fabri, غير نقول لك السي صبري تفضل. فازي سي نورتي attends, Est-ce que je pourrais, oui, Sabri. est-ce que je pourrais répondre à Alicia? C'est un avion qui a un CG, vas-y, réponds-lui, JB. Alors Alicia, bon, c'est un problème qu'on a explicité plusieurs fois. Ça serait bien que vous alliez voir ma vidéo sur la stabilité longitudinale. En tout état de cause, lorsque le centrage est arrière, alors d'abord l'avion est moins stable, c'est vrai, il est moins stable parce que la distance qu'il y a entre le centre de gravité et le point neutre, c'est-à-dire le point d'application de toute variation de portance, cette distance est faible. Et donc, le moment de rappel du nez vers le bas, lors d'une augmentation d'incidence, est relativement faible. Donc c'est vrai que l'avion n'est pas très stable. Bon, il est très manœuvrant, c'est vrai. Mais alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il performe mieux? Eh bien, c'est tout simplement la chose suivante. Imaginez que l'avion tourne autour de son centre de gravité. Donc le centre de gravité, vous le positionnez. À l'arrière de ce centre de gravité, vous avez le point neutre. C'est le point où va s'appliquer une augmentation de portance. Très bien. Alors, imaginons qu'à un instant T, il y a une augmentation de portance, donc il va y avoir une force qui va s'exercer à ce point neutre qui est en arrière du centre de gravité, qui va avoir tendance à faire baisser le nez de l'avion. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Pour que l'avion ait tendance à revenir à sa position initiale, il va falloir exercer sur le plan fixe horizontal, il va falloir exercer une force vers le bas qui, elle, va avoir tendance à faire remonter le nez. Vous êtes d'accord? Donc vous avez une perturbation qui va avoir tendance à faire piquer le nez et automatiquement le plan fixe horizontal va avoir tendance à faire relever le nez pour que l'avion reste dans la même position. Plus le centre de gravité sera vers l'avant, plus le moment piqueur de l'avion au moment de la perturbation sera important. Et donc, plus il faudra mettre de force vers le bas sur le plan fixe horizontal. Mais cette force qu'il va falloir mettre sur le bas, sur le plan fixe horizontal, elle s'additionne au poids. Et donc, si elle s'additionne au poids, elle crée un poids apparent, un poids virtuel, qu'il va falloir compenser par une augmentation de portance. Et s'il faut faire une augmentation de portance, eh bien, il faut faire une augmentation de l'angle d'incidence ou de la vitesse, l'un ou l'autre. De toute façon, dans tous les cas de figure, qui dit augmentation de portance dit augmentation de traînée. Qui dit augmentation de traînée dit augmentation de la consommation de carburant. Donc, la consommation de carburant est diminuée lorsque le centre de gravité est vers l'arrière, parce que la force qui va s'exercer sur le plan fixe horizontal, vers le bas, est plus faible lorsque le centre de gravité est vers l'arrière que vers l'avant. Et donc l'augmentation virtuelle de la portance est moindre. Et c'est pourquoi, sur les gros avions, on a un trim tank.
Parce que le trim tank, quand on envoie du carburant dans l'arrière de l'avion, dans la queue de l'avion, on ne fait pas varier le poids de l'avion, mais on fait reculer le centre de gravité. Donc, on y gagne. Voilà. Voilà le principe. J'espère que j'ai été clair. Pour continuer sur la lancée de Sabré de Morad, Nadir peut confirmer que même Morad, même la maintenance, il n'y a pas de truc de maintenance ailleurs. Il n'y a que des pools avec des gens d'Air Algérie ou bien des compagnies assistantes. Pas de révision. La révision se fait en Algérie, à la DMA. Non, la maintenance des avions ou certains travaux sur les avions, ce sont des accords propres à la compagnie, hein. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'accord de la DAC. C'est un business. L'année où on a envoyé les avions en Angleterre pour la peinture, c'est passé, c'est un contrat de gré à gré. Ok, salam alaikum, voilà ce qu'on veut, voilà ce que. Hein. Et quand ils envoyaient les avions aussi, je crois, je sais plus, en Allemagne, les 67 pour certaines réparations, c'est des contrats. Ça n'a rien à voir avec la visite médicale du personnel navigant. Ça n'a rien à voir. Là, la DAC, ما تدخلش روحها كامل. Là, je vais t'expliquer comment ça se passe. Alors, pour la maintenance, oui, effectivement, c'est la compagnie aérienne qui choisit le sous-traitant, d'accord? Mais avant tout ça, pour que la compagnie soit autorisée à faire des vols et tout ça, il faut qu'il donne satisfaction à la direction de l'aviation civile côté navigabilité des aéronefs. Et donc, au préalable, il établit un manuel, ce qu'on appelle un MME, manuel de maintenance de l'exploitant, là où tu décris les procédures qui sont associées ou pour garantir la navigabilité des aéronefs. Et notamment, tu dois écrire ou tu dois faire des procédures là où tu décris comment tu choisis les sous-traitants en matière de maintenance. Genre qu'ils soient agréés, tel agrément, PART 145 ou JAR 145 ou FA 145, Même en termes d'audit. etc. Et la DAC, et la direction, oui, ça se passe comme ça aussi. Alors, mais la DAC, quand elle regarde ces conditions que tu as mis en place, ben, il est rassuré en quelque sorte, mais pas totalement. Elle peut organiser des audits pour ces organismes de maintenance afin de voir est-ce qu'ils sont conformes par rapport à vos exigences locaux. Parce que quand on immatricule un avion dans un pays, c'est le pays qui est responsable pour la navigabilité des aéronefs. Et donc, si ça se passe entre seulement la compagnie et l'organisme de maintenance, là, ça marche pas. Donc, il n'y a plus de supervision et il n'y a plus d'assurance en matière de navigabilité des aéronefs. Donc, soit ça se passe par une reconnaissance, ça veut dire des audits à effectuer chez le sous-traitant pour être sûr comme quoi ces procédures et tout ce qui suit, même pour les responsables, les responsables désignés. Donc automatiquement, il doit y avoir une reconnaissance. Une reconnaissance, ça veut dire c'est comme une recertification de l'organisme de maintenance. Alors maintenant, pour les licences, l'attitude médicale, c'est la même chose. Parce que avant que la Direction générale d'aviation civile algérienne agrée un centre médical, bien sûr, il regarde, il fait des audits, il étudie les dossiers et tout ça, juste pour regarder si le centre d'attitude il est conforme aux exigences de la DGAC algérienne. Par contre, elle peut toujours cette délégation, puisque la licence elle est algérienne à 100%, donc le seul responsable pour ces PNT, c'est l'Algérie d'abord. Donc même pour ce que vous faites pour le maintien de compétences, que ce soit sur simulateur par exemple, pour les contrôles, etc., vous sous-traitez aussi cette activité, je suis sûr et certain, à l'Europe. Et donc au préalable, il y a bien sûr une recertification, ou plutôt une reconnaissance au niveau de la DGAC algérien. C'est-à-dire il doit reconnaître ce centre de formation pour tout ce qui est maintien de compétences, une fois que, je ne sais pas, il n'y a pas lieu, il y a un centre localement agréé.
Et donc, idem pour les centres d'attitude. Normalement, je vois pas d'objection quant à la reconnaissance ou homologation d'un centre d'attitude médicale étranger qui répond aux normes, bien sûr, des exigences de l'aviation civile algérienne. Pour le Maroc, on a des accords avec l'Union européenne, oui, c'est vrai. Donc, ces accords, ils tendent vers une convergence réglementaire. Et ça, c'est un choix. On est souverain. On est couvert par l'article 1 de la Convention de Chicago. Donc, tous les pays sont souverains. Donc, vu qu'on a eu, parce qu'au début, il y a un seul centre qui est homologué, qui est connu. Tous les PNT, PNC, ils passent par ce centre-là. Mais après, on a eu énormément de problèmes, que ce soit au niveau des rendez-vous ou même quelquefois tu te retrouves avec un médecin qui ne veut pas de toi, peut-être, ou je ne sais pas. Et donc, pour faire face à ce genre de problème, on a encouragé d'autres centres et on a créé 2 centres en parallèle. Donc, ça fait maintenant, on a 3 centres. Mais par contre, dernièrement, ça fait une année, je viens d'être informé par cette information-là qu'il n'y a plus de reconnaissance au niveau de l'international. C'est-à-dire que tout pilote avec une licence marocaine, il doit passer par les centres qui sont homologués par la DHL marocaine. Point barre. Moi, je vois que c'est un obstacle au lieu d'élargir, si tu veux. Parce qu'avant, les pilotes Royal Air Maroc, la plupart des pilotes, quand ils font beaucoup de rotations en Europe et tout ça, c'est listé chez nous à la DAC, comme quoi les centres X et Y, ils sont reconnus par le Maroc. Et donc, automatiquement, quand tu fais des rotations au niveau de l'Europe, tout ça, et que tu veux pas, ou que tu veux profiter de l'occasion de ta présence là-bas, tu peux passer l'attitude médicale chez eux, donc, sans problème. Merci, bon. Il me semble qu'il quand même, il faut faire un distinguo là entre renouvellement des licences pilotes par une visite médicale obligatoire et le fait d'envoyer les avions chez un prestataire pour une certaine forme de réparation ou de maintenance. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. L'avion, la DAC, quand la compagnie envoie son avion chez un prestataire, la DAC ne va pas chercher à comprendre qui est ce prestataire. Il y a une forme de confiance avec la compagnie aérienne. De toute façon, c'est simple, hein. Quand l'avion revient, la DAC peut faire des inspections. Si elle estime que les réparations sont mal faites ou que l'avion a encore beaucoup de problèmes, elle peut le bloquer, le grounder et le mettre au sol. Elle sait très bien qu'une compagnie aérienne ne va pas jouer avec le feu en emmenant son avion chez le premier mécanicien du coin. Il me semble que c'est autre chose. Ensuite, les lois dans chaque pays, elles sont différentes. Les lois ici, dans notre pays, elles sont telles qu'elles sont. Elle dit, vous avez un centre d'expertise, il est là, il est reconnu, ben vous n'en avez pas besoin d'un autre. C'est tout. Et on fait avec et ça se passe très bien, on n'a aucun souci. Moi, je vous parle par exemple du centre simulateur d'Air Algérie. À une époque, on avait fait un travail avec la Air Algérie et la DAC pour homologuer la formation, c'est-à-dire la QT Boeing 737 et ATR, faire une espèce de modèle pour permettre à ce centre de devenir une affaire commerciale, de dire voilà, celui qui veut se payer une QT sur ATR, ça coûte tant. Et il peut venir, il fait sa QT, on lui donne son diplôme, bien sûr, s'il a réussi, oui, s'il le faut. Maintenant, s'il peut aller travailler avec, tant mieux. Sinon, arrête. Et quand on a ramené les Tunisiens qui venaient faire leur QT et leur récurrent à Alger, on avait bien expliqué à Air Algérie que le mieux, comme faisait Airbus à Toulouse, où ils nous offraient un espèce de package, c'est-à-dire hôtel, transport, simu, de faire la même chose à Alger. Et on l'a fait. Quand ils venaient, ils avaient un véhicule d'Air Algérie à disposition avec un chauffeur. Et ils avaient passé un contrat avec un hôtel. Les gens venaient, ils faisaient leur simulateur et ils repartaient à Tunis
en ayant fait leur simulation. Bien sûr, il y a même des instructeurs algériens qui ont passé les Tchèques aux Tunisiens. Parce que la liste des instructeurs, la liste des instructeurs algériens avait été transmise à la DAC tunisienne qui avait dit OK, moi je valide. C'était pas tous, Mais ils étaient pas justement, tous. راه هادشي اللي بغيت نقول لك انا نوصل لك بحال دابا لي كوليغ ديالكم لي تونيزيens quand ils veulent faire l'AQT par exemple chez vous dans votre centre qui est homologué par l'aviation civile algérienne, ils envoient tout d'abord leur direction d'aviation civile pour homologuer votre centre d'entraînement. Ils peuvent pas les envoyer comme ça. Et même Air Tunisie, il peut pas envoyer les CPNT ça c'est pour l'entraînement périodique, mais si je parle d'un pilote individuel qui travaille pas encore avec une compagnie aérienne qui veut faire la QT, c'est selon les conseils de l'autorité qui lui a délivré la licence. Et donc, si c'est pour les PNT de Air Tunis, il y a probablement, avant qu'ils touchent, avant qu'ils commencent cette formation, la DGAC tunisienne, il va sur place, chez vous, à votre organisme de formation, et ils vont l'homologuer, y compris le simulateur. Et donc, une fois accepté, l'homologation Tout à fait. est faite, Je vais même te rajouter quelque chose. C'est qu'il y a quelques années, nous allions faire nos simulateurs à la RAM Academy, à Anfa. la même chose. Là-bas, l'autorité algérienne, Et on allait, si tu fais partie. Et si tu fais, et on faisait nos simulateurs de mise à niveau régulièrement voilà, là-bas. Hein. périodique. Y a pas de souci. Mais au préalable, certainement la DGAC algérienne, il est venu chez nous pour homologuer ce centre de formation. Ils peuvent pas Voilà, l'accepter comme ça. je ne saurais pas te dire, Non. mais je pense qu'il y a un sentiment de confiance. C'est-à-dire la DAC, si tu veux, algérienne, fait confiance à Air Algérie. Ils savent qu'on va dans des centres, ils n'ont pas besoin d'être homologués. Il faut savoir quelque chose, Mahli, monsieur Mourad. Nous, quand on va, c'est comme si on louait une voiture. On loue le SIMU. C'est tout ce dont on a besoin. Si le SIMU ne répond pas aux critères d'Air Algérie, on va dire à la compagnie, non, écoutez, ce SIMU ne va pas. C'est ce qui s'est passé, par exemple, à Paris, quand on est allé au centre simulateur pour le 330. À un moment, le 330 ne convenait plus. On a dit, non, on veut plus ce 330. Enfin, ce simulateur, je veux dire. Hein. Et automatiquement, on a changé de crèmerie, on est parti chez quelqu'un d'autre. Mais la DAC ne va pas faire d'audit chez le fournisseur de simulateurs. Hein. قلت هسه صدري هو الكبير انا جو ديسون سي نور الدين جوست غير هادي بوغ كومبليتي بي جو ديسون لان شوف سي صبري راه ce que tu as dit c'est raisonnable, c'est très très logique. Et d'ailleurs, si tu regardes ton MANEX, là c'est spécifié exactement. Et le MANEX, il doit être approuvé par l'autorité de l'aviation civile et il est approuvé selon les conditions, selon les règlements nationaux. D'accord? Alors maintenant pour l'histoire de la formation continue, tu sais, confiance, on peut la mettre. On peut faire confiance à une compagnie nationale, une compagnie aérienne nationale. Il n'y a pas de problème, d'accord? Mais seulement le problème, c'est la responsabilité en matière de la sécurité. Donc c'est l'autorité de l'aviation civile qui est toujours responsable de la sécurité aérienne, et notamment responsable des compagnies aériennes. Alors maintenant si on imagine qu'il y a un accident, alors, le problème il est là, il sera là. Là je vous dis sincèrement, même on commence par l'équipage de conduite d'abord, et donc on regarde exactement leur dossier. On regarde le maintien de compétences, est-ce qu'ils sont à jour, la licence, est-ce qu'elle est à jour, l'attitude médicale, etc., etc. Et les formations, on cherche aussi les centres de formation dont vous êtes concernés. Si vous me dites, par exemple, parce que la réglementation, elle est claire, je suis sûr et certain qu'il est inspiré, votre règlement, il est inspiré aussi des exigences de l'OACI. Vous ne pouvez pas sortir de l'OACI. On n'invente rien dans l'aviation. On reprend les choses, on les customise et puis on les adapte.
Et donc, automatiquement, je vais poser la question, est-ce que ce centre de formation, il est agréé ou pas? Ben, si vous me dites agréé, tout court, moi, ma responsabilité, je vais te dire, oui, je l'accepte ou je l'accepte pas. Mais si je te dis je l'accepte, certainement, il y a une base d'acceptation pour cela. Et donc, cette base, c'est l'homologation, la reconnaissance. Et elle est faite sur la base de l'étude de documents, de l'agrément. Et puis, si ça nécessite un audit, ils peuvent se déplacer et la faire. On compare jamais, par exemple, un centre de maintenance, si on prend la maintenance, un centre de maintenance en Afrique et un centre de maintenance aux États-Unis ou en Europe. Même s'ils sont agréés les deux. Mais comme tu as dit tout à l'heure, chaque État, il est souverain, il impose des conditions, des règlements. Merci, Saadi. Donc, Voilà, merci. Maintenant, au plaisir, puisque tu allais quitter. Merci beaucoup. merci à vous. Bonsoir. Merci, Morad. À Merci bientôt. beaucoup. Alors, Mehdi, Oui, bonjour. salut, Bonjour, Captain. salut. Bonjour tout le monde. Salut Mhidine. Bonjour, salut. Voilà, Captain, je voulais parler du DC-10, du Boeing 747-400. Ouais. Et pourquoi? Parce que hier, j'ai vu une vidéo sur les incendies à Los Angeles. Ouais. Et ce qui m'a interpellé, c'est que ce qui a attiré plutôt mon attention, c'est la présence du DC-10. C'est un avion qui a été modifié dans ce sens. Comme aux États-Unis, Exactement. ils ont modifié des Exactement. avions comme le DC-10, comme le MD, le 11, ou je sais pas quoi, le Tristar, Ouais. ont été modifiés dans ce sens pour faire du firefighting. Oui, exactement. Et là, ça fait de l'appareil le plus grand avion de Mais ça lutte veut contre rien les dire. incendies. Mais ça veut rien Ouais. dire. Mais ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'il va Oui, être plus. mais ça pose Vas-y. de gros problèmes. Exact. Alors, moi, j'avais lu un truc là-dessus. Oui. Ça pose de gros problèmes parce que quand on veut bombarder de l'eau, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a la hauteur de l'avion, la hauteur par rapport au feu, et il y a la vitesse. Et donc, avec un avion à réaction, comme le DC-10, Oui. il est évident que la vitesse minimale qu'on peut avoir pour que l'avion reste manœuvrant et autres, elle est quand même vachement plus élevée que celle que peut avoir un avion à hélice. Et il y a un deuxième aspect qui est problématique aussi, c'est la température. Les réacteurs sont beaucoup plus sensibles à la température de l'air que ne le sont les turbopropres et encore plus que les moteurs à piston. En conséquence de quoi? Qu'est-ce qui se produit? Si l'avion descend trop bas, au-dessus du feu, la température de l'air au-dessus du feu est telle que les EGT, les températures en sortie turbine, montent dans des proportions incroyables. Et ce qui diminue d'autant la capacité de manœuvre de l'avion et la capacité de remise de gaz. Parce que n'oublions pas quand même que quand on vient bombarder avec de l'eau, on est en descente et après on remonte. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on utilise des avions comme ça, mais je suis persuadé qu'ils balancent plutôt du retardant plutôt que d'être des vrais bateaux, des vrais avions d'extinction. Voilà. Il largue soit de l'eau, il peut larguer jusqu'à 45 000 litres d'eau. Sinon, c'est un retardant. C'est beaucoup plus de retardant dans ces Oui, avions. mais en plus de ça, il ne doit pas pouvoir s'approcher autant du feu que ne peuvent les Canadair ou autres avions à hélice. Ça, c'est clair. Exactement. Prends l'exemple du Berriev 200, des réacteurs hier. Pareil, il va essayer, il coûte très cher à l'exploitation, hein, par exemple. Oui. Et ce qui m'a vraiment généralement, étonné, les avions qui sont utilisés pour du retardant. Le produit qui sort, c'est du produit rouge.
C'est le Oui, c'est deux retardant. Donc à ce physiques. moment-là, eux, ils peuvent les pendre parce que c'est autour du feu. C'est Oui, pas au foyer lui-même. C'est juste pour empêcher le feu de progresser. progresser, exactement. Mais ce qui m'a étonné, c'est que l'avion, il vole en plein dans le nuage de fumée. Ouais, ben, au niveau des températures sorties turbine, ça doit pas être évident, hein. Ouais. Et, Donc, et la fumée, c'est de la cendre aussi, hein. Ça, c'est très dangereux, hein. exactement, exactement. C'est Nadir, pourquoi tu dis sûr non? qu'ils l'utilisent vraiment quand ils peuvent pas faire autrement, hein. Pourquoi Nadir tu Exactement. dis non? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Captain. Je ne savais pas que le retardant était interdit en Algérie. Ah ben non, je savais pas. Non. C'est Nadir qui le dit, C'est je sais. hyper polluant, hein, Ouais. Moi, je pensais que le retardant il était utilisable partout dans les feux de forêt. Nadir qui te dit si le retardant était allé regarder. J'ai pas d'infos là-dessus. Il y en a pas la DGF. Ah, pour la DGF, d'accord. La Direction générale des forêts. Ouais. Et pourquoi? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Parce que c'est polluant, comme disait Parce Gilles. que c'est polluant, certainement. Parce que c'est polluant, comme disait. D'accord. Ça pollue, on Merci pollue. beaucoup pour votre réponse. Quelque part, Nordine, quelque part, JB, Nadir vient de dire que c'est pas un polluant, c'est un engrais. Non, mais, d'accord. C'est un engrais. Donc, s'il pollue pas, absolument. c'est Et un puis, engrais. Si c'est un engrais, ça peut même accélérer en vérité le feu, hein, d'après ce que je comprends. Mon père travaillait dans ça et je sais que c'était très dangereux. Ça Ben prenait oui, si c'est très, un très engrais, vite. oui, si c'est un engrais, ça peut accélérer le feu, exactement. Ouais. Parce qu'il y a des engrais. sont explosifs même. Non, mais quelque Ça peut part, être un entre explosif, ouais. pollution et... oui, absolument. Donc, est-ce que entre pollution et arrêt d'un incendie, c'est comme les traitements médicaux. Il faut savoir un peu le bon et le mauvais. Moi, je pense que bon, pour arrêter un incendie, polluer légèrement l'atmosphère, je pense que c'est pas. Alors, je regarde sur Internet, la substance clé du retardant est le phosphate d'ammonium, un sel inifugent qui protège la flore des incendies en augmentant la température de combustion de 300 degrés à 700 degrés. Pour une utilisation optimale, Arrête de parler là. les pompiers dispersent un tiers du retardant sur le feu et les 2 tiers restants sur la végétation. Voilà. Ouais, c'est à base d'ammonitrate. Ammonitrate de sodium. Ça peut être. C'est utilisé même dans les explosifs, cette merde-là. Ouais. Et ils disent Alors moi, si vous permettez, j'aimerais parler d'autre chose. Vas-y. Si vous permettez, avec la permission de Nordin et de tout le monde, si on pouvait dédier cette séance de live à un ami qui a disparu, qui est décédé. C'est un commandant d'Air Mauritius, le commandant Patrick Lille, un très très bon ami à moi, qui a malheureusement eu une crise cardiaque et qui est décédé pendant qu'il faisait son sport d'ailleurs. Et ça nous a vraiment foutu un peu le moral à zéro il y a 2-3 jours. Il a quel âge? Et il a 63 ans, enfin, Alors, peut-être je vais te dire un 64. truc. Si on parle du même, il a fait la formation avec moi à l'ENAC, à Montpellier. Il y avait 2 gars d'Air Mauritius qui étaient avec nous. Et ils ont le même âge que nous, à peu près. Je ne saurais pas il s'appelle Lille, L-I-L-E, Patrick, c'est un grand gars, un gars super sympathique. C'était vraiment un sucre, ce mec. Et on avait organisé une réunion chez lui à l'île Maurice. C'était vraiment, ils se sont mis en 4 là-bas pour que le meeting se passe très bien. Ensuite, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Tunis au mois d'octobre dernier. Et on devait donc se retrouver en Corée du Sud pour la prochaine réunion. Et malheureusement, voilà, il s'est passé ça.
Et non le dédié à Donc Lima. ça nous avait vraiment foutu un coup dans la région. Enfin, c'est comme quand tu perds un ami, hein, donc c'est vraiment compliqué. Donc, Gérard est dans le chat. j'aimerais lui dédier ce live, si vous permettez, Il n'y a pas de problème. à sa Paix mémoire. à son âme, paix à son âme. Merci, merci. Je passerai le mot à sa famille. Attends, Et à son âme. d'abord, il y a Gérard qui est dans le chat. Il n'arrive pas à monter, il ne pourra pas monter parce que même son petit-fils n'a pas la caméra, donc il n'a pas les followers. Mais il était responsable aux années Hanouk. Donc on avait les deux gars d'Air Mauritius qui d'ailleurs avaient fini. Ils ont fait 3,40 après quand on a avancé. Hein. Et lui, il était sur quelle machine, lui, Patrick? Patrick, il faisait du 3,50 et du 3,30 Néo. Donc ça doit être lui, ça doit être lui. Ça doit être un des deux gars. Ça doit être un des deux gars. Et si Gérard peut s'en rappeler, parce qu'il était truc, il peut en témoigner pour dire oui, parce qu'il a connu toutes ces promotions. Hein. Et c'était une promotion de 83, 82, 83, donc c'est ça, 63 ans. Ouais, sûrement. Moi, je connais pas son background. Tout ce que je peux te dire, c'est que bon, il a commencé l'aviation en France et après il est parti, il s'est installé à l'île Maurice depuis je sais pas combien d'années. D'ailleurs, il est mauricien maintenant. Hein, il est plus, il a la double nationalité, mais il se considère plus mauricien que français. Donc voilà, bon. Il se considère. Rest in peace, Patrick. Ah, d'accord, merci pour lui. Alors, y a-t-il des questions? Une question à nous poser, là, vite fait. Lié à l'absence de questions, si tu veux. Il y a Zouzou. Allô, Zouzou. Allô. Zouzou. Oui, ça va? Oui, ça va. Allez-y. Vous avez une question à poser ou pas? Non, j'ai pas de question. Eh bien, c'est bien. Bonne nuit. Pas de question. Dis-moi, JB, concernant l'arrondi, on peut considérer que l'arrondi est quelque part, bon, à un moment donné précis, c'est-à-dire lors du touchage, est-ce qu'on peut considérer que c'est quelque part un décrochage contrôlé, certes. Non, on approche de la vitesse de décrochage, mais on reste quand même au-dessus. On reste au-dessus. C'est pas un décrochage, parce que sinon on contrôlerait pas l'avion tout jusqu'au sol. Le pilotage consiste à piloter l'avion jusqu'au sol. D'accord. Donc non, c'est pas un décrochage, mais on est aux grands angles. Indéniablement, on est aux grands angles. Voilà. C'est un Il faut petit savoir qu'en décrochage. configuration atterrissage, à la vitesse d'approche, on est à 1,3 de VS. Donc on est à 30% au-dessus de la vitesse de décrochage en configuration atterrissage. Voilà. Bon, ça c'est la vitesse d'approche. Ouais. Lorsqu'on touche des roues, ben on va diminuer encore la vitesse, hein, d'accord. Mais on n'arrive pas, en fait, on amène l'avion jusque là en le pilotant jusqu'au bout. On ne le laisse pas tomber. Voilà. Quelque part, c'est pas un élément important. Oui, c'est un élément important. Excuse-moi. Ah, l'effet de sol, c'est un élément très important, l'effet de sol. Surtout quand on a un avion à aile basse, c'est sûr qu'il y a un phénomène qui se produit, puisque l'effet de sol consiste en fait, il y a une légère augmentation de la portance et une diminution de la traînée quand on rentre en effet de sol. Donc au moment où on voudrait que la portance diminue pour poser l'avion et on voudrait que l'avion décélère, au contraire, c'est le contraire qui se produit. Donc c'est indéniable que l'effet de sol joue un rôle. Et c'est pour ça que à chaque fois qu'on en parle, Nourdine le dit bien souvent aussi, quand on fait un atterrissage, ce qui est important, c'est justement de poser au plot, parce que si on laisse l'effet de sol jouer à plein, on risque de bouffer de la piste et de se retrouver avec pas assez de piste devant. Voilà.
C'est le nom électronique qui me fait la réflexion, pas le touchage, mais le toucher. Absolument. Oui, Captain, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que la vitesse de décrochage est une vitesse spécifique? Négatif. La vitesse de décrochage est une vitesse qui est liée au poids de l'avion, au poids et à la configuration. Ce qui est constant dans le décrochage, c'est l'angle d'incidence auquel l'avion décroche. Ça, c'est une constante. Pour une configuration donnée, hein, on s'entend bien, on a un angle de critique de décrochage quand les volets sont rentrés et un angle critique de décrochage pour chaque braquage de volet. Ceci étant dit, comme en fait, lors du décrochage, le coefficient de portance, qu'on appelle CZ, est maximal. Quand on prend l'idée, il faut bien se mettre, essayer d'imaginer ce que je vais vous dire en l'écrivant sur un bout de papier. La portance est égale à 1,5 de ρ, ρ étant la masse volumique de l'air, S, la surface de l'aile, des ailes, V au carré, CZ, V étant la vitesse de l'avion, la vitesse propre de l'avion au carré, et CZ, le coefficient de portance. Quand on est au décrochage, on est à ce qu'on appelle le CZ max. Donc, CZ a une valeur fixe qui est le CZ max. Donc, comme la portance est égale à 1,5 de ρ F V2, et que la portance doit être égale au poids, donc, qu'est-ce que l'on a? Si le poids augmente, il faut que la portance augmente, et donc, comme CZ, il est au maximum, il ne peut pas augmenter, ρ, il est fixé, la masse volumique de l'air, elle a une altitude et une température donnée, il est fixé, ça va être la vitesse qui va augmenter si le poids augmente. Donc, la vitesse de décrochage sera fonction du poids et sera fonction de la valeur de CZ max. Et justement, CZ max est augmenté lorsque l'on sort des volets. Donc, c'est ce qui nous permet justement de poser ou de décoller un avion au-delà de la vitesse de décrochage en ayant des vitesses faibles. Parce que plus CZ est important, plus la vitesse pour générer une portance donnée, plus la vitesse sera relativement faible. D'accord? Donc voilà le principe. Attends, Et c'est pour ça qu'on dit que justement, on peut décrocher à n'importe quelle vitesse. On décroche à n'importe quelle vitesse à partir du moment où l'angle d'incidence est l'angle d'incidence critique. Attends, Merci beaucoup. attends, Mahdi. Un CF qui vient comme un panne complet de tous les systèmes électriques d'avion en plein vol, à haute altitude. Comment déterminer le meilleur itinéraire pour un atterrissage en toute sécurité en utilisant uniquement les outils non électroniques dispo. Dans un avion, tu as deux moteurs qui génèrent de l'électricité à travers ces générateurs et transforment en redresseur de l'AC et de l'ADC. Dans le cas où tu as une panne complète, ça veut dire que tu as une panne électrique. D'abord, il y a un checklist qui va faire la description, pourquoi ces systèmes sont tombés en panne électrique, à savoir, si les deux moteurs partent, c'est qu'il n'y a plus de gêné. S'il n'y a pas de gêné, il y a la PU qui va donner de l'électricité pour alimenter nos panneaux du commandant de bord. Ça, en électricité. Il y a la rate qui sort, la rate turbine. Si dans les deux moteurs, hein, maintenant, si un moteur tombe en panne, on va essayer de le redémarrer, quel que soit X. S'il ne redémarre pas, ce n'est pas un problème. Il y a le deuxième moteur qui va suppléer, il va toujours donner de l'électricité. Maintenant, il y a une panne complète électrique de l'avion, pour X raisons, et bien ces systèmes ne vont pas être électrifiés, mais c'est une impossibilité, déjà, qu'il y ait ça. Et de deux, il y a toujours le panneau du capitaine qui est électrifié, si j'ose dire. Et choisir un itinéraire, et ben c'est dans le cas où il n'y a rien du tout, et que les deux moteurs partent et qu'il n'y a pas d'électricité, il y a un rad qui permet de contrôler cet avion, au moins en pitch, de le faire descendre à une certaine vitesse qui s'appelle, par exemple sur 330, la green dot, pour descendre sur un plan et essayer de trouver un terrain pour se poser. Il faut savoir qu'il faut faire un calcul empirique de 1,2 racine de h plus, donc pour déterminer un petit peu la distance passée et effacée par cet avion jusqu'à l'impact. Voilà. Mais pour que tous les systèmes électriques de l'avion en vol
partent, c'est quasi impossible. Quasi impossible. Il restera toujours, même si on n'a pas de rate, il restera toujours la batterie. La batterie qui va tenir, enfin sur les anciens avions comme le 37, le 27, elle était garantie pour tenir 30 minutes, d'accord? Je suppose que maintenant, sur les nouveaux avions, elle est capable de tenir plus longtemps. Là, bon, bah, vraiment, quand il n'y a plus rien, de toute façon, il y aura la Hot Battery Bus qui alimentera les Standby Buses et qui alimenteront, comme l'a dit Nourdine, les instruments primordiaux du commandant de bord. Voilà. Concernant donc le décrochage, comment expliques-tu que les pilotes en général tirent sur le manche alors qu'il suffirait quand même de descendre? Ils cambrent l'avion alors qu'il suffirait de descendre pour accélérer et récupérer le buffing, justement. Non, attends, on tire sur le manche pour rentrer en décrochage. Et quand on veut sortir du décrochage, on pousse sur le manche. Ce premier qu'ils ont, c'est de tirer sur le manche de façon à monter. Oui, allez. Et voilà. Parce que c'est un réflexe du pilote quand il voit sa vitesse augmenter. Il pense que sa vitesse augmente. Et c'était le cas un petit peu du Rio, hein, quand le gars il tirait manche up, parce qu'il pensait que sa vitesse augmentait et qu'il voulait la réduire. Il voulait faire une inversion de pousser, c'est-à-dire un pitch up, donc ça diminue la vitesse. Donc c'est faux, parce que l'avion il commençait à descendre en plat. Donc le décrochage, justement, comme disait Libé, tu veux faire décrocher un avion, eh bien il faut pitcher up. Maintenant, s'il a ses protections, il ne va pas le faire, parce qu'il va revenir lui-même, il va te prendre la main, il va revenir. Les anciens avions, non. Les anciens avions conventionnels, si tu tires pitch up, c'est qu'il va décrocher. Tu arriveras jusqu'à la vitesse mini de décrochage dans son enveloppe de vol et il va tomber. Le premier réflexe, au contraire, à faire, c'est de pitch down, un horizontal, là, c'est faire la route et les gaz. On sort du décrochage quand on sait qu'on est en décrochage. Oui, on sort du décrochage qu'à partir du moment. On ne sort du décrochage qu'à partir du moment où on sait qu'on est en décrochage. Le cas d'Air France 447, ils n'avaient pas compris qu'ils étaient en décrochage, donc ils agissaient pas. Ils avaient des informations qui leur disaient que l'avion allait trop vite. Il était logique pour eux, dans la compréhension qu'ils avaient du sujet, c'était de tirer sur le manche pour empêcher la survitesse. Sauf que c'était une fausse indication de vitesse, donc voilà, c'est tout. Mais quand l'indication de vitesse et quand les avertisseurs de décrochage, etc., fonctionnent bien, on sait qu'on est au décrochage, donc on sait qu'il faut pousser sur le manche. Il n'y a pas de discussion. Voilà. Oui, relevé. Oui, Captain. Captain, s'il vous plaît. Est-ce qu'une winglet est-elle meilleure qu'une extension d'envergure égale? Oui. Le winglet diminue les tourbillons marginaux au bout des ailes. Donc, automatiquement, il diminue la traînée induite et donc, ils améliorent les performances de l'avion. En diminuant la traînée induite, ils diminuent donc une partie de la traînée, ce qui améliore la consommation de carburant. Les winglets sont plus efficaces aux grands angles qu'aux petits angles. C'est-à-dire que les winglets sont plus efficaces lorsqu'on est à basse vitesse, lorsqu'on est donc aux grands angles, là où on a une traînée très importante, que à grande vitesse, donc avec des petits angles d'incidence. Ouais. Merci Mais beaucoup, elles améliorent de toute façon. Beaucoup, voilà. Je vous C'est le fuel. Excuse-moi, Lordi, vas-y. Vas-y. Le fuel embarqué, donc est-ce que justement il joue un rôle pour le refroidissement des moteurs? Il joue un rôle sur le refroidissement de l'huile moteur. Il y a des échangeurs de température entre l'huile moteur et le carburant. Et c'est fondamental parce que le carburant est à température assez basse et comme on ne peut pas être sûr qu'il n'y a pas forcément un petit peu d'eau dans le carburant,
on n'est pas sûr, a priori, qu'il ne va pas y avoir des petits morceaux de glace qui vont se constituer, qui risqueraient de bloquer les filtres à carburant, etc. Donc, il est fondamental de réchauffer le carburant avant qu'il rentre dans le réacteur pour être sûr qu'il n'y a pas de glace qui va se former. Et en même temps, on a besoin de refroidir l'huile moteur, parce que l'huile moteur a un double effet de lubrification et de refroidissement des moteurs. Donc, on gagne sur les deux tableaux. On réchauffe le carburant et, en plus de ça, on diminue la température d'huile. On régule la température d'huile. Voilà. Donc, c'est important. Le même dispositif pourrait être efficace pour des moteurs hydrogène. Je ne connais pas le fonctionnement des moteurs à hydrogène, donc je ne pourrais pas en parler. Il faut attendre 2030. Très bien, on va attendre 2030. Non, il y a déjà des avions qui sont en essai avec cette histoire d'hydrogène, mais bon, il faut attendre le premier avion soi-disant commercialisé qui va être en hydrogène carrément, c'est en 2030. Et aller vers les horizons 2050 pour que ça soit, si tu veux, vulgarisé au niveau des constructeurs. Mais bon, c'est exactement comme ce qui s'est passé avec l'électricité, l'électrique. JB, c'est une question assez personnelle, mais je vois des bouquins derrière toi. Qu'est-ce que tu lis? Harry Potter. Je lis tout un tas de choses. C'est ma bibliothèque qu'il y a derrière. Sur l'aviation, il y a des romans, il y a des bouquins sur la marine, il y a le Coran, il y a tout ce que tu veux. Bon. Ah, c'est pas un bouquin, mais bon. Michel, yes. ما نخدموا À l'école ou sur site? les deux, 3 jours, ce sera le fil rouge. Tu as vu la liste normalement. J'ai vu. Hein? J'ai vu. Oui, pour répondre à Idir Naït Baha, les sondes sont givrées, mais une fois descendues, le givre est parti. Ils avaient de bonnes indications. Ça, je ne sais pas. De toute façon, à partir du moment où les givres, où les sondes ont été polluées par de la glace, il est fortement question que l'obstruction continue, qu'elle soit totale ou partielle. De toute façon, quand des sondes ont commencé à givrer, ça se passe assez mal. Hein. Voilà. Et puis attention, hein, la température, elle diminue pas forcément. Le temps que l'on passe en température positive n'est pas forcément suffisant pour faire fondre les éventuels petits morceaux de glace qui peuvent rester dans les pitots. Hein. Et ils se sont rendus compte vers 3000, 3300 pieds. Donc déjà, c'était trop tard. Hein. C'était pas trop tard pour récupérer le... Exact. Ou Nordine, est-ce que tu peux nous parler des sondes au niveau du réacteur, au niveau de l'hélice? Il y a une sonde qui est là, qui ouvre quelquefois d'ailleurs. Quelle est sa fonction? Ils sont au niveau de l'hélice. Au centre du réacteur. Au centre de l'hélice du réacteur. La PT2, c'est la PT2, c'est ça sert pour la régulation carburant. Pour la régulation carburant, on a besoin d'avoir des sondes de température un peu partout et des sondes de pression un peu partout. Voilà. Donc après, ça rentre dans ce qu'on appelle le Fuel Control Unit. Donc après, c'est assez complexe. Mais c'est des sondes qui sont nécessaires au bon fonctionnement du réacteur. Alors ça dépend comment le réacteur est piloté. Hein, s'il est piloté en EPR ou piloté en N1, etc. Mais dans tous les cas de figure, ce sont des sondes qui servent à la régulation carburant. Le rapport de température. PT7 sur PT2. How many years can fly before retirement? Au moment de le 37800, nous on l'a depuis 2002 à peu près. Ça a 22 ans. Il faut monter entre 2000. Les premiers sont arrivés en l'an 2000.
Eh ben, il faut It savoir depends que- on how much money you want to put on them. If you have a lot of money, you can fly it all the way up to 80 years, okay, but it will cost you a lot. That's it. Messieurs, Sabri, Farid, JB, Mahedin, Mehdi, Michel, it's time to leave. Il est temps de reprendre une activité normale. Merci. Allez. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à Allez, tout bonne le monde. soirée à tous. Ah, Au c'est vrai, revoir. comme disait un fameux présentateur télé, l'émission est terminée, vous pouvez éteindre votre télé. Voilà. Exactement. Salut tout le monde. Hasta la Allez, vista. ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Au revoir. C'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.